Bonjour, je suis le docteur Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes de physique. La physique est l'étude de la matière, l'étude de l'énergie, l'étude de leur interaction et de leur mouvement dans l'espace et dans le temps. Donc comment cette énergie et cette matière sont venues? Donc au tout premier instant de l'expansion de l'univers, l'expansion initiale appelée le Big Bang, ont émergé 4 forces fondamentales. 2 qui sont au niveau des noyaux des atomes et 2 qui sont au-delà. Donc ceux qui sont au niveau des atomes, on a déjà la force nucléaire forte. Celle-ci maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau. C'est de loin la force la plus puissante de l'univers, mais elle n'atteint que la largeur d'un proton, c'est-à-dire un rayon d'action très limité. Elles donnent leur masse au noyau, et c'est dans les noyaux que se trouve 99% de la masse de l'univers, parce que les autres particules ont des masses quasiment négligeables par rapport à celles du noyau. Et ainsi, sa libération par fission nucléaire ou fusion nucléaire va provoquer le dégagement d'un énormément d'énergie qui va être utilisé dans les réactions nucléaires ou dans les explosions nucléaires. Cette force, elle est médiée par des particules appelées gluons, comme la glu ou la colle. Face à ça, on a la force nucléaire faible, qui est 10 000 fois plus faible que la force forte, et qui agit à des portées 1000 fois plus petites que la force forte. Elle est responsable de la conversion des protons en neutrons, et vice-versa, c'est-à-dire des neutrons en protons, ainsi que de l'émission de rayonnement bêta. Comme l'univers primitif était entre guillemets, une mer de neutrons, la conversion de la plupart d'entre eux en protons a permis aux atomes de se former et ainsi de créer l'univers tel qu'on le connaît actuellement. La conversion inverse, c'est-à-dire de neutrons en protons, elle va stabiliser les atomes instables, c'est-à-dire qui ont trop de neutrons par rapport à leurs protons. Et donc elle va équilibrer leur nombre de protons par rapport à leurs neutrons, et cette force elle est médiée par des particules appelées les bosons W et les bosons Z. Face à ça, on a les forces qui agissent au-delà des noyaux. Commencer par la force électromagnétique, qui est 100 fois plus faible que la force forte, mais qui a une portée infinie, contrairement à la force forte, bien que sa force va diminuer exponentiellement avec la distance. Cette force, elle va lier les électrons, qui sont chargés négativement, au noyau des atomes, qui sont chargés positivement, et donne lieu donc aux liaisons entre les atomes pour former des molécules. Par contre, son effet s'annule dans la plupart des objets à l'échelle visible, parce qu'elle est unidirectionnelle, et donc les particules qui ont cette force, ils vont s'annuler les uns aux autres, sauf les aimants bien sûr, et ça on va parler plus en détail dans la partie ingénierie, dans la vidéo sur l'ingénierie. Donc cette force, elle est médiée par les photons. Oui, les mêmes photons qu'on trouve dans la lumière, parce que la lumière est aussi une onde électromagnétique. Et la quatrième force, c'est la gravité, et c'est de loin la plus faible de ces 4 forces, parce qu'elle est 10 puissance 39 fois plus faible que la force forte. Elle a également une portée infinie, comme l'électromagnétisme, et également elle va décroître exponentiellement avec la distance. Par contre, contrairement à l'électromagnétisme, la gravité agit sur toutes les particules et sur toutes les directions, et ainsi ne s'annule pas dans les objets, dans les grands objets, mais par contre elle va s'accumuler, elle va s'ajouter. Et c'est pour ça, c'est la force dominante pour les grands objets et les astres et dans les grandes distances. Alors comment cette matière s'est formée de la manière avec laquelle on sait? Donc l'univers est fait de matière et d'énergie, et ces deux-là peuvent s'interconvertir. Donc juste après le Big Bang, la force forte et la force nucléaire faible produisirent des neutrons et après des protons. Et ensuite l'électromagnétisme les attira les uns vers les autres et vers les électrons pour former les atomes, et surtout l'atome le plus simple, qui est juste un proton autour duquel tourne un électron, qui est l'atome d'hydrogène. La gravité par la suite les agglutina, ces atomes d'hydrogène, en masse, qui sont devenus avec le temps suffisamment denses et suffisamment chaudes pour déclencher les réactions de fusion nucléaire d'atomes d'hydrogène pour former de l'hélium. Et ce qui donna naissance aux étoiles. Les étoiles sont formées de tailles différentes,
Et les étoiles appelées géantes, en fin de leur vie, elles se compriment rapidement et produisent encore plus de chaleur et encore plus de pression, et ainsi vont faire plus de fusion nucléaire qui va prendre des atomes plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène, l'azote, le fer, etc. Puis après, juste après, elles vont exploser dans des explosions massives appelées supernovas, et elles vont disperser les nouveaux atomes qu'elles viennent de fabriquer dans l'espace. Et après, ces atomes-là, par leur gravité, ils vont aussi se condenser et former les planètes, et tout ce que contiennent les planètes, y compris nous-mêmes. Et donc, en gros, nous sommes faits de, entre guillemets, poussière d'étoiles. Il faut savoir que ce que l'on observe de l'univers n'est que 4% de la masse et de l'énergie de l'univers. Parce que à peu près 26% est une matière inconnue qu'on a appelée matière noire, et 70% est une énergie inconnue qu'on a appelée énergie noire. On les a appelés noirs parce qu'ils sont juste pas visibles. On a déduit leur existence parce que le mouvement des galaxies est tellement rapide, surtout dans les extrémités, que les astronomes ont déduit qu'il y avait forcément une masse qui était là, qui participait à la gravité. C'est ça la masse, la matière noire. Et par rapport à l'énergie noire, ils ont constaté que l'expansion même de l'univers, elle est beaucoup plus rapide que celle qui a été calculée s'il n'y avait pas cette force, parce que la gravité, elle aurait ramené l'univers ensemble. Donc il doit y avoir une force qui est en train de contrecarrer, qui est extrêmement forte, et donc c'est ce qu'on a postulé comme étant l'énergie noire. Il faut juste noter quelque chose par rapport à la matière noire, c'est qu'elle est très importante à notre vie, à notre existence. Parce que la matière noire, elle a joué un rôle essentiel, par le biais de sa gravité, pour garder les matières des supernovas qui ont explosé, et les garder dans la galaxie et dans les systèmes solaires, au lieu qu'ils n'aillent se disperser hors de la galaxie. Et ainsi, elle a pu les garder pour qu'ils forment les planètes, y compris notre planète, etc. Donc, les valeurs de ces forces, de ces quatre forces, ainsi que le pourcentage de matière, etc., sont extrêmement bien réglés dans cet univers. Et donc, il y a plein de ce qu'on appelle des constantes de l'univers qui sont dans des valeurs extrêmement précises, c'est-à-dire que si cette valeur change infinitésimalement, on va y arriver, de plus ou de moins que ce qu'elle ne l'est, l'univers ne sera pas ce qu'on voit, et ce sera juste un nuage de poussière où il ne pourra pas faire de la matière, etc. Et donc, ce réglage en termes de la force de la gravité, de la force relative des quatre forces, de la présence de matière par rapport à la matière noire, de la présence de matière par rapport à l'antimatière, de la présence du boson de Higgs, et ainsi plein d'autres constantes de l'univers sont extrêmement précises. C'est ce qu'on appelle le réglage précis de l'univers. Donc comment cette matière interagit avec elle-même et avec l'énergie? Donc, l'interaction matière-énergie est étudiée dans diverses disciplines, à diverses échelles, telles que la thermodynamique, qui va se concentrer sur l'étude du transfert de chaleur et d'énergie, ainsi que l'électromagnétisme et la physique nucléaire. Par contre, le mouvement de la matière, il est étudié par d'autres disciplines, donc à l'échelle macroscopique par la mécanique classique ou mécanique newtonienne, et la relativité générale, et à l'échelle atomique et subatomique par la mécanique quantique. Et on va voir chacune d'entre elles dans les slides qui vont venir. Donc, par rapport à l'interaction entre l'énergie et la matière, il faut déjà comprendre les effets électromagnétiques des particules. Et donc, par exemple, les photons, ils ont différentes quantités d'énergie. Et parce qu'ils se comportent, ils se déplacent comme des vagues qui vont transporter leur énergie, plus l'énergie de ces particules va être élevée, plus leur fréquence ou leur fréquence d'onde va être élevée. Et ce qui va nous donner un spectre électromagnétique que vous voyez à gauche. Donc, comme vous voyez, seule une petite gamme de fréquences va produire la lumière visible, la marquée en rouge. Et les photons de basse fréquence, c'est-à-dire de basse énergie, vont constituer ce qu'on appelle les ondes radio, et après les micro-ondes. Et ceux qui ont une haute fréquence, c'est-à-dire de haute énergie, sont les rayons gamma, par exemple. Après, il y a d'autres particules, comme les électrons de haute énergie,
et les neutrons libres, qui ont des énergies encore plus élevées que les rayons gamma, et qui veulent pénétrer dans les atomes et provoquent ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Et on va en parler un peu plus dans l'ingénierie. Et donc, ces particules les particules qui sont chargées, elles ont toutes un champ magnétique qui est porté par des photons virtuels. C'est-à-dire que les électrons, c'est des mini aimants. Et donc, dans la plupart des matériaux, leurs champs vont pointer dans des directions qui vont s'annuler. Par contre, dans les aimants, ces champs sont alignés. On va en parler un peu plus dans les propriétés magnétiques dans l'ingénierie. Maintenant, cette matière, elle va bouger. Et lorsque les atomes bougent et vibrent, ça donne ce qu'on appelle la chaleur. Et donc les atomes chauds, qui sont plus chaotiques et plus rapides, ils vont heurter d'autres atomes qui sont plus froids. Et ainsi, ils vont leur transmettre de l'énergie cinétique, c'est-à-dire du mouvement. Et donc le mouvement atomique et la chaleur. Et donc c'est comme ça que la chaleur va se propager. Et donc l'énergie sous forme de chaleur ou de mouvement, il faut savoir, dans la thermodynamique, un des principes importants dit que cette énergie, elle est constante dans l'univers depuis le Big Bang, elle n'a pas changé. Elle ne peut pas être créée et elle ne peut pas être détruite. Et donc elle ne peut que être transférée entre des particules. Et donc, cette énergie qui fait vibrer et accélérer et heurter les atomes les uns contre les autres, donc plus il y en a, plus la matière va se heurter et va avoir besoin de se dilater. Et moins il y a d'énergie, moins il y aura de mouvement des atomes jusqu'à on atteigne un seuil en deçà duquel tout mouvement va s'arrêter. Et ça s'appelle la température du zéro absolu, qui est à moins 273 degrés Celsius. La matière donc existe dans de nombreux états par rapport à cette énergie ou cette chaleur. Et donc plus ils sont froids, plus ils vont former des composés plus denses jusqu'au condensat de Bose-Einstein, qui est la partie la plus dense. Puis après, ils vont former des solides, puis après des liquides, ensuite des gaz, ensuite des plasmas. Le plasma est un gaz ionisé où les électrons se séparent des atomes. Et après, l'état de matière le plus chaud, qui est le plasma de quarks gluants, c'est-à-dire où des composants, même des protons et des neutrons, qui sont les quarks, ils vont se séparer entre eux. Et ça, c'était l'état du tout premier univers juste après le Big Bang. Et il avait comme température 4000 milliards de degrés. Donc par rapport au mouvement de la matière, donc on a dit, on l'étudie de manière macroscopique par la mécanique classique ou newtonienne. Et donc quels sont les principes de cette mécanique? Donc la mécanique classique, elle dicte que les objets ne bougent que sous l'effet d'une force et ne s'arrêtent de bouger que par une force opposée de même amplitude. Par conséquent, la direction et la vitesse des objets vont être, et là c'est le principe à souligner, ça va être la somme de toutes les forces qui vont agir sur ces objets dans toutes les directions et dans toutes les amplitudes. Et donc les forces qui vont être opposées, elles vont s'annuler, et celles qui vont être dans la même direction, elles vont s'additionner, et ainsi de suite. Et comme vous pouvez voir dans cet exemple, on a une fusée qui essaie de décoller, donc il y a la force de la gravité qui la tire en rouge en bas, puis il y a la force de ces moteurs qui vont la pousser vers le haut, et donc quand on va faire la somme de ces forces, on va trouver que la plupart de la poussée va être annulée par le poids, mais il y aura une reste de force qui sera la force résultante en haut qui va pousser la fusée vers le haut. Et donc, quand des mouvements vont se déplacer, ils vont se déplacer soit dans un milieu, soit dans le vide. Et quand ils se déplacent dans un milieu, ce soit l'air ou l'eau, etc., ils vont être ralentis par la force de frottement contre les atomes de ce milieu. C'est-à-dire que les atomes de cette fusée, ils vont heurter les atomes de l'air, et donc ils vont transmettre un peu de leur force cinétique à ces atomes de l'air, et ainsi perdre un peu de leur énergie. Et on a dit que le mouvement, ou le mouvement des atomes, c'est de la chaleur, c'est-à-dire ce frottement va faire de la chaleur de l'air qui les entoure, ainsi que de la paroi de la fusée. Et donc, plus il y a de frottement, plus il faut d'énergie pour faire déplacer cet objet. Donc, la force dans la mécanique newtonienne est définie par la masse multipliée par l'accélération. Il faut savoir que la masse est la somme de la masse de tous les atomes d'un objet, et elle est donc constante. Par contre, sur Terre, on va parler de poids, comme vous voyez ici,
Et donc le poids, c'est la force de cette masse qui est multipliée par l'accélération de la gravité. Et ainsi, le poids de cette fusée il va être différent si on est sur Terre, ou dans la Lune, ou sur Mars, ou dans l'espace, où le poids sera quasiment nul. Mais elle aura toujours la masse la masse ne va pas changer. Donc tous les objets, ils vont ainsi s'attirer en fonction de leur masse, qui va être générée proportionnellement de la gravité. Donc la combinaison de ces principes newtoniens va nous permettre de calculer et de prédire les trajectoires et les vitesses des machines, des voitures, des bateaux, des avions, des fusées, ainsi que des planètes et des galaxies. Et comme vous voyez ici dans cette animation, on peut calculer les trajectoires des planètes qui sont en train de tourner autour du Soleil. Le Soleil les attire, elles aussi, elles vont exercer de la gravité les unes sur les autres, et donc leurs trajectoires vont être modifiées, et c'est avec les principes newtoniens qu'on peut calculer ça. Par contre, quand on va dans les grandes distances, c'est-à-dire à plusieurs années-lumière, il y a un nouveau phénomène qui va apparaître, et ça, c'est étudié par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'espace et le temps, en fait, ils font partie d'un même tissu qu'on a appelé l'espace-temps. Et donc, cet espace-temps, il va être déformé par la gravité des objets, comme un bout de tissu dans lequel on va mettre un ballon lourd, et donc ce ballon, il va déformer le bout de tissu. Et donc, la gravité, elle va déformer l'espace-temps de manière relativement similaire, on va dire. Et donc, un faisceau de lumière qui va traverser près d'un objet massif, eh bien, il va se plier sous l'effet de sa gravité, comme vous pouvez le voir ici, dans ce schéma. Mais comme la lumière, les photons, ils vont toujours emprunter le chemin le plus court, donc la seule explication possible, c'est que l'espace-temps lui-même, il s'est courbé. Et donc cet effet, bien sûr, est très faible, il est quasiment pas perceptible dans les échelles humaines, mais il va se manifester clairement à des grandes échelles cosmiques. Vous pouvez voir sur cette image prise par le télescope Hubble, l'effet lentille, qui est la déformation de la lumière qui vient des galaxies lointaines, qui est déformée par les galaxies qui sont proches. Donc voilà un peu un aperçu des principes de mouvement à l'échelle visible. Mais qu'en est-il de l'échelle atomique et subatomique? Donc là, le mouvement des particules atomiques et subatomiques, il ne va pas obéir ni à la mécanique newtonienne, ni à la relativité générale. Par contre, ces particules, ils vont se déplacer en de très petits sauts, qu'on appelle des sauts quantiques, d'où le nom de la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'ils vont disparaître et apparaître dans un endroit très proche du premier. Donc le mouvement n'est pas continu, il est saltatoire, si on peut. Et donc ces particules, ils peuvent aussi se trouver à plusieurs endroits à la fois jusqu'à ce qu'ils soient mesurés. C'est-à-dire que ces particules, ils ont ce qu'on appelle une probabilité de présence. Donc cette probabilité de présence, elle va être très élevée dans certaines zones, c'est-à-dire les zones où on s'attend à les voir, près d'un atome, s'il y a des électrons, etc. Et ils auront aussi une probabilité de présence très faible dans d'autres endroits, c'est-à-dire un électron qui soit loin de son atome, etc. Il aura une probabilité d'existence là-bas très faible, mais pas nulle, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il soit là-bas, qu'il soit loin. Et donc la mécanique quantique, les principes de mécanique quantique sont essentiels pour comprendre l'électronique et pour pouvoir faire de l'ingénierie électronique, parce qu'elle repose essentiellement sur les principes de mécanique quantique. Et donc comprendre la mécanique quantique a rendu possible toute la révolution électronique. Il y a deux phénomènes que je veux citer dans la mécanique quantique, un qui est très important et l'autre qui est intéressant, on va dire. Donc celui qui est très important, c'est la tunnelisation quantique, par le biais de laquelle les particules peuvent soudainement apparaître en dehors de leur position probable la plus élevée, comme on vient de le dire. Et donc, quand ça s'applique dans la vie quotidienne, on va dire, eh bien, s'il y a deux atomes d'hydrogène qui sont très proches les uns des autres, eh bien, les noyaux, c'est-à-dire le proton qui est dans le noyau d'un hydrogène, il a une probabilité de présence très forte, bien sûr, dans son noyau à lui-même, mais très faible ailleurs, y compris dans le noyau de l'autre atome. Et en fait, cette probabilité n'étant pas nulle, ben, il se trouve qu'au bout d'un moment, il va se retrouver là-bas, il va genre se disparaître et se retrouver dans le noyau de l'autre hydrogène.
et ainsi fusionner avec lui, et ainsi former l'hélium, et ainsi faire de la fusion nucléaire. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans le Soleil. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de tunnelisation quantique, le Soleil ne pourrait pas avoir de fusion nucléaire, et on ne pourrait pas exister. Deuxième phénomène qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. C'est où le changement de deux particules qui ont été appareillées, et après quand on les sépare, dès qu'il y a un changement de l'état d'un particule, il va induire le changement immédiat de l'état du deuxième. Et ça s'appelle l'intrication quantique. Et donc cette propriété, elle est actuellement utilisée pour essayer de développer des ordinateurs quantiques qui sont capables de calculs simultanés, donc beaucoup plus puissants que les ordinateurs traditionnels. Avec ça, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo sur les principes de physique. S'il vous plaît, laissez des commentaires si vous avez aimé la vidéo, et on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.